Euh, Moi, je vais pas la mettre. Ok gros, par contre je crois que tu sautes encore un peu. Salut les gars. Ça va, Exo? Salut, salut. Salut. Du coup, on est en live, donc normalement là on est en live, ça va filmer. Du coup, je carré dans la conversation et vous mettez pas vos caméras, ça. Bah moi pour l'instant je la mets, Tu mais la mets toi maintenant? oui. Ok, bah attends, je Comme ça, chercher comme ça vous pouvez voir un peu le coucher de soleil. Ok. Et une fois que le soleil sera couché, Ok. Salut Raph qui met un message dans le chat pour savoir s'il faut télécharger notre application. Non, ce sera directement sur soit ton navigateur sur ton ordinateur ou ton téléphone, ça dépend sur quoi tu le regarderas. Alors, je vais mettre une petite tête. Antoine, t'es toujours avec nous? Ouais. Je sais pas si je vais bugger. Non, là, ça a l'air de... Et Roustan, il a déjà commencé l'apéro. Sur Facebook en même temps, là, il y a que des vidéos de JP Frangin. Déchaîné. Fanguin. JP Fanguin. Ouais, salut. Non, c'est pas le bon mec du con. oui, juste je mets pas trop souvent mon micro parce qu'il y a un peu de vent là où je suis, donc je veux pas parasiter le live. Je, je, je le mettrai que Là, on te quand, voit, quand là, on te voit, j'interviendrai. là... Ouais, Et voilà, on te voit, là. fais juste gaffe à ce que je prenne pas trop de place là par rapport au quiz. Non, c'est bon. Ouais, non, t'inquiète, ça va, je le fais maintenant. Hop. C'est top. Bon, en tout cas, là, pour les auditeurs, sachez qu'on a bien pris en compte tous les commentaires que vous nous avez fait lors du précédent live. Il y avait notamment des problèmes d'affichage des questions sur le questionnaire Twitch. Donc, on a modifié le type de questionnaire. Et maintenant, en fait, on va vous afficher tout simplement des slides avec les questions pour que vous soyez sûr de bien les voir. Et je pense qu'on les mettra en ligne, les slides. Donc il n'y a pas toutes les explications qu'on va vous donner en live, mais il y aura l'essentiel avec des petites questions. Enfin, du coup, avec les QCM qu'on va vous fournir, il y a entre 13, 14, 15, 16 questions par quiz. Donc voilà, on les mettra en ligne, je pense. Donc pour ceux qui n'ont pas pu assister au live, même si on vous invite fortement, vous pourrez y avoir accès. Ok. Ok. On me dit qu'on m'entend mal. On Là, entend peut-être mal. c'est Là, peut-être un peu c'est mieux. un peu mieux. Après, c'est peut-être une question de connexion, mais je suis pas sûr. Ouais, non, mais je crois que Ouais, non, mon micro, il était sur pause. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on m'entendait pas. Ok, donc vous, première semaine de préparation, qu'est-ce que vous en avez un peu entendu peut-être autour de vous, les gars? Est-ce que la première semaine s'est bien passée pour
Ceux qui étaient dans votre entourage. Qui étaient dans votre entourage ou pas? Alors, moi je commence à avoir un peu des retours. Oui, ça va. Donc prépa à distance pour tous les gens que je connais en tout cas. En vrai, oui, les révisions commencent bien. Le rythme s'installe progressivement. La plupart des gens que je connais de toute façon avaient déjà commencé à réviser pendant le mois de juin, donc ils étaient déjà dans le mood. Voilà. Ce qui est compliqué, ce que j'ai parfois entendu, c'est de travailler de chez soi. Donc je connais des gens qui ont la chance d'avoir des locaux pour travailler, mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué, mais Des locaux, c'est-à-dire. ouais, c'est peut-être. C'est-à-dire, Bah, par exemple, j'ai trois potes qui préparent le CRFPA et ils ont une copine qui a quitté leur appart, qui a quitté son appart pendant l'été et qui leur a passé l'appart quoi, pour réviser. Donc ça c'est typiquement c'est, tu vois, c'est que l'appart il est climatisé, il y a une petite table pour bosser, c'est. Puis en plus du coup, ça fait que tous les jours ils sont obligés d'aller se lever pour arriver en même temps que les autres et pas paraître pour le mec qui arrive en retard et qui bosse pas, tu vois. Donc il y a une sorte d'émulation, tu vois. Donc n'hésitez pas en tout cas, encore une fois, à vous entourer, parce que c'est vrai que c'est compliqué à distance de se motiver parfois. Donc n'hésitez pas à vous entourer d'autres personnes qui préparent le CRFPA et pour vous motiver entre vous en fait, parce que c'est hyper important et tout seul c'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr. Et toi, un petit mot, Antoine, peut-être Non, bah moi c'est pareil, là tous les potes, bah ils s'y mettent. J'ai cru comprendre que le rythme était, bah je sais pas parce que c'est bosseurs, mais ils n'hésitent pas à faire des coupes. Que à 16h ils descendent le café qui est en bas de la truc, puis ils remontent 15 minutes après. Et je crois que ça a l'air assez confortable. Bon, comme ils arrivent bien à bosser chez eux, je crois qu'ils s'en sortent. Mais donc ils n'hésitent pas en fait, ils se mettent pas un stress incroyable pour le moment. Ils ont l'air sereins. Je sais pas comment c'est pour les auditeurs. Ouais, je sais pas, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires Vous êtes, comment ça s'est passé là. Si vous pétez les plombs, j'ai vu que dans le Discord tout le monde voulait acheter de la spiruline maintenant. Ouais. Moi j'en ai pris. Ça bien. Que... Toi, t'as fait quoi? Alors, et moi j'adore les produits, les compléments alimentaires, là, toujours plein. Après, vous et vos techniques, mais spiruline, oui. Moi je me massais les glandes surrénales à l'huile essentielle d'épinette noire. Enfin, vraiment, il n'y a pas de limite à neuropathe. Donc, faut tout essayer. C'était quoi aussi? Les huiles essentielles de safran pour la mémoire. Enfin, je sais pas si ça marche ou pas. Ouais, Moi j'y croyais, donc ça marche. J'ai vu limite qu'il fallait ouvrir un salon médecine alternative cet après-midi. Je me suis dit bon. Après, CRFPA, c'est le diplôme de pharmacie qu'il faut sortir, quoi. Ce qui est sûr, c'est que l'effet placebo, ça marche. Trouvez un truc de fou, dites-vous que ça marche, et après c'est bon. Ok. Je vous propose de passer au QCM, enfin au quiz. Angelina, dans le chat, elle te demande quelles huiles essentielles Antoine. Alors c'est à Paris, un naturopathe marée, et je lui disais que je voulais quelque chose pour l'énergie en fait. Péter le feu. Lui, il m'a conseillé, ça s'appelle de l'épinette noire. En fait, c'est un arbre au Canada, il m'expliquait. En fait, je me massais le soir, donc glande surrénale, le bas du dos, c'est là où on a deux creux, côté de la colonne. Je me frictionnais donc les glandes surrénales secondes avec de l'huile d'épinette noire tous les soirs. Et en fait, le sommeil est beaucoup plus réparateur. Pour le coup, ça marche. Et je dormais entre... D'habitude, j'aime bien faire 8 heures. Là, je dormais 7 heures. Parfait. Je crois je sais pas pourquoi, mais t'as des coupures, Antoine, sur quand tu parles. Mais pour répondre à ta question, Angelina, c'était de l'épinette noire de ce que moi j'ai entendu. Donc, C'est ça. l'huile de l'épinette noire. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, comment ça va se passer pour les questions pour que tout le monde comprenne un peu comment ça fonctionne? En gros, vous allez voir que en bas là, il va y avoir les questions qui vont apparaître. Alors voilà, je vais me mettre sur la scène. Donc, là, où c'est écrit quiz, droit des obligations, les questions vont être affichées ici. Et au milieu, enfin, dans la deuxième partie inférieure, il va y avoir les questions qui vont apparaître pour pouvoir voter directement. Et comment
comment expliquer ça. Pour ceux qui sont sur ordinateur, ça va apparaître directement sur cette partie inférieure. Et pour ceux qui sont sur le téléphone, vous avez une petite icône Quiz Kit juste en bas de votre écran. Vous allez pouvoir voter directement. Et en gros, il y a tout un système de points en fonction de si vous répondez plus ou moins rapidement. Et si vous répondez de la mauvaise manière, enfin, si vous avez faux à la question, vous perdez les points que vous étiez censé gagner. Vous allez voir, c'est assez simple si c'est la première fois que vous allez jouer. Par contre, petite précision, là où on va afficher le quiz entre Anto et moi, vous allez voir qu'il y a des lettres qui sont attachées aux réponses. Et ces lettres, vous allez les retrouver dans les propositions, mais pas forcément à l'emplacement auquel il est indiqué. Par exemple, la réponse A, ça va pas forcément être la réponse qui est en haut à gauche, et la réponse D, ça va pas être forcément la réponse qui est en bas à droite. Donc faites juste gaffe à ça pour pas vous induire en erreur. Mais sinon, je pense que voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, on pourra vous indiquer, ou les autres, ceux qui ont déjà participé, pour vous l'indiquer. Mais c'est assez intuitif et on s'y retrouve assez facilement. Donc si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, les gars, je vous propose de commencer. Peut-être Anto. Est-ce que tu veux peut-être faire un test avec le quiz de test pour voir si tout le monde arrive bien à répondre? On peut faire ça, ouais. On peut faire ça, ouais. Merci de quiz de test. Oui. Donc ça va être 3 questions assez bêtes où il va falloir juste appuyer sur une lettre ou un chiffre. Donc je vais le lancer. Vous allez voir. Start quiz. Hop. Donc là, vous allez voir les règles vont s'afficher à l'écran. Bon, les règles sont en anglais, mais c'est pas grave. Donc, la première question est assez simple, ça va être d'appuyer sur le chiffre 1, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est simple, 20 secondes pour répondre. Si jamais il y en a qui ont encore des problèmes à la suite de ce test pour répondre sur l'ordinateur, n'hésitez pas à répondre sur un papier à côté de vous et vous testez. Vous auto-testez en fait avec un papier, c'est à peu près pareil quoi. Tac. Donc là je vais donner la question. Donc il y a 6 personnes qui ont voté. Donc on en reste plus sur le live, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Et la playlist c'est du Chill Lofi, donc sur Deezer, c'est chanson playlist Chill Lofi. Là je crois que c'est plutôt axé Japan. On va appuyer sur A là pour la deuxième. Alors, on n'a pas de souci. C'est pareil, il doit pas trop de soucis. Alors Raph, je ne vois pas où il faut cliquer. Raph, tu joues sur ton tel ou sur l'ordinateur? Comme ça, on va pouvoir voir. C'est plus simple pour toi de. Et là, dernière question du petit test pour savoir. Appuie sur le 3.
SOS. Raph, si tu m'entends, Raph, dis-moi sur quoi tu joues. Enfin, si t'es sur ton PC ou si t'es sur ton tel. Alors sur ton tel, tu vas voir entre l'écran où tu nous vois et le chat, c'est écrit chat, et sur la droite, il y a un petit logo QuizKit où tu peux cliquer dessus. Et en cliquant dessus, quand les questions vont s'afficher, tu vas pouvoir... Je ne vois même pas le quiz. Alors là, c'est normal que tu ne vois pas le quiz parce qu'on n'a pas affiché les questions entre Anto et moi. Mais si tu cliques sur la petite icône, quand les questions vont se lancer, tu vas voir que les réponses vont s'afficher et tu vas pouvoir voter. Donc s'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça le fait, je veux bien savoir. Mais normalement, a priori, ça devrait le faire. De toute manière, je vais lancer le vrai quiz et on va tout de suite s'en rendre compte si t'as un souci ou pas. Sachant que, n'oubliez pas, pour ceux qui n'étaient pas là lors du précédent live, au plus vous répondez vite, au plus vous gagnez de points. Mais par contre, si vous répondez faux, vous perdrez d'autant plus de points que vous avez répondu vite. Voilà. Alors, ce soir, on a fait 13 questions sur les thématiques. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être Antoine, les thématiques de ce soir? Et bah, donc ce soir, on est dans la formation. Que la semaine dernière, on a fait la rencontre des consentements. Cette semaine, on s'attarde sur la validité en fait du consentement. On a beaucoup. Les questions porteront majoritairement sur les vices du consentement. Nullité, dol, violence. On s'est beaucoup attardé là-dessus parce que mine de rien, gros sujet, c'est une belle partie. On sait que dans les conditions de validité du contrat, c'est l'article 1128.3, il y a la capacité, l'objet petit et certain, mais très souvent, la plus grosse partie de ce bloc repose sur le consentement et la validité du consentement libre et éclairé. D'autant plus que la réforme, elle apporte pas mal de nouveautés, notamment dans la violence, avec la violence économique qui a été consacrée. Mais donc, pas mal attardé là-dessus, mais vous allez le voir assez vite. Et oui, du coup, en fait, c'est tout ce bloc qui est sanctionné, en fait, par la nullité. La nullité étant la défaut de formation. Donc voilà, on s'est attardé sur cette partie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un bloc qui est assez important. Ok, on m'a dit qu'on m'entendait pas trop avec le micro. J'ai forcé un peu le son. Je vais encore le forcer, donc dites-moi s'il faut que je force encore un peu ou pas. Et je propose de commencer par la première question. Donc, je vous affiche la question et je lance le timer. Donc, une personne qui commet une erreur sur sa propre prestation, est-ce qu'elle peut demander la nullité du contrat à condition que cette erreur porte sur les qualités essentielles de sa prestation et qu'elle soit excusable? Est-ce qu'elle peut uniquement demander la nullité du contrat si elle démontre que son co-contractant l'a induite en erreur? Est-ce qu'elle ne peut en aucun cas demander la nullité du contrat, seule l'erreur sur la prestation fournie par l'autre co-contractant pouvant être cause de nullité? J'ai encore un peu forcé un peu plus. Donc, la bonne réponse ici, c'était la réponse A. Je crois que c'était toi, Anto, cette petite question. Oui, c'était moi. Alors, je vais essayer de répondre, il y a un peu de vent. Donc, alors, en fait, ça a été consacré par la réforme de 2016 qui prévoit, alors je sais plus l'article, mais je pense que si on passe le slide suivant, on va voir l'article,
Voilà, 1133 alinéa 2 qui prévoit que l'erreur va être une cause de vice, enfin une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre des parties. C'est-à-dire qu'en fait, on a consacré par la loi le fait qu'on puisse faire une erreur sur sa propre prestation. Et on n'a pas besoin d'avoir recours au dol. C'est-à-dire que l'erreur simple sur sa propre prestation est cause de nullité si c'était une prestation essentielle, enfin une qualité essentielle de la prestation et que l'erreur est excusable. Voilà. Parfait, parfait. Donc là, ici, on avait 5 personnes qui ont réussi à jouer. Raph, je sais pas. Ouais, t'as pas voté à cette question, Raph. Est-ce que t'as pas voté parce que tu voulais pas jouer ou est-ce que t'as toujours pas vu la question? Dis-nous si c'était un choix de ta part ou pas. Mais je propose qu'on passe tout de suite à la deuxième question. Alors, la deuxième question. Alors, est-ce qu'un franchisé a conclu un contrat de franchise avec son franchiseur sur la base de données économiques lui faisant espérer une certaine rentabilité? Il découvre plus tard que ces données étaient erronées. Alors, est-ce que par rapport à ces trois propositions, qu'est-ce qui selon vous est la bonne réponse? Ici, la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, même en l'absence de dol ou de violence, le franchisé peut obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur. Je crois que c'est toujours Anto qui l'avait, celle-ci. Ah, des réponses un peu plus mitigées. Quasiment la moitié des personnes avaient répondu à la réponse B. Est-ce que tu as un élément de réponse, Anto, sur ça? Oui, je veux bien que tu me réaffiches en gros. Ouais, parfait. Donc, oui, en fait, ça c'est... Tu peux réafficher en gros, Xav, s'il te plaît? Merci, ouais, parfait. Oui, en fait, c'est... Pour ceux qui ont mis la réponse B, en fait, vous êtes parti du raisonnement qui est juste, qui est de dire qu'une erreur sur la valeur n'est en principe pas cause de nullité. Et donc du coup, il faut démontrer soit un dol, soit une violence, parce que l'erreur simple sur la valeur n'est pas cause de nullité. Mais en fait, il y a une distinction entre l'erreur sur la valeur qui est directe et l'erreur indirecte sur la valeur. C'est-à-dire, lorsque j'ai fait une erreur sur des données économiques qui ensuite, ces données-là, m'ont conduit à estimer de manière erronée la valeur. C'est-à-dire que j'avais pas tous les éléments en main pour estimer correctement la valeur. Et bien dans ce cas, j'ai fait une erreur qui est cause de nullité sans dol ou sans violence. C'est-à-dire que il faut que vous regardiez, c'est une petite subtilité qui est importante. Si mon erreur sur la valeur elle est due uniquement au fait que je connaisse pas la valeur de la chose, ou bien est-ce que j'ai commis une erreur sur d'autres éléments? Par exemple, l'état du bien aussi, ça peut être... imaginons, je pensais que j'achetais une grange en parfait état, et en fait, je m'aperçois qu'elle est pleine de mythes, et que, en fait, elle est sur le point de s'effondrer. J'ai fait une erreur sur les qualités de ma grange, qui a conduit à une erreur sur sa valeur. Dans ce cas-là, je peux demander la nullité sur le fondement de l'erreur. Donc c'est une petite subtilité, mais qui est assez importante, et en cas pratique, si vous la sortez, celle-ci, elle est pas mal. Salamesh qui demande rentabilité, ce n'est pas la valeur, point d'interrogation, et après réécrit, est-ce que c'est pareil pour l'obligation précontractuelle d'information, puisqu'elle ne peut pas porter non plus sur la valeur? Alors, donc effectivement, l'erreur sur la rentabilité et l'erreur sur la valeur, en principe, elles sont soumises au même régime, c'est-à-dire que si vous faites une erreur sur la rentabilité, vous ne pouvez pas demander la nullité, à moins que cette erreur sur la rentabilité soit due à des données économiques
qui en fait sont erronées. Dans ce cas-là, vous avez commis une erreur non pas sur la rentabilité directement, mais sur les données économiques qui elles-mêmes vous ont conduit à espérer une certaine rentabilité. Donc ça c'est un premier point. Et ensuite au niveau du devoir d'information, non, vous ne... Enfin en tout cas dans le droit commun des contrats, vous n'avez pas à donner d'informations sur la rentabilité espérée du bien. Par contre, si vous en donnez et qu'elle s'avère par la suite inexacte, ça peut potentiellement... Enfin, le co-contractant peut potentiellement vous attaquer. Alors, que ce soit en nullité ou en dommage d'intérêt. Mais c'est pas une obligation, que ce soit sur la valeur ou sur la rentabilité, vous n'êtes pas obligé, dans le droit commun du moins, de donner ce genre d'informations. Ça va être par exemple des prévisionnels financiers. Mais classiquement dans les contrats de franchise comme celui-ci ou dans les contrats de distribution par exemple, c'est des choses qu'on retrouve très souvent. Et ensuite le co-contractant va pouvoir dire mais regardez, les données que vous m'avez fournies sont totalement erronées. Donc je ne pouvais pas me faire une bonne idée en fait de la rentabilité à partir de ces données-là. Très bien, très bien. On passe peut-être à la question 3 qui va porter sur le dol. Alors, le dol est une cause de nullité du contrat uniquement si la victime démontre qu'elle n'aurait pas contracté en l'absence du dol. Si la victime démontre qu'elle n'aurait pas contracté ou qu'elle n'aurait contracté à des conditions différentes en l'absence du dol. S'il provient d'une information mensongère fournie par un tiers au contrat, ou aucune de ces trois propositions. Donc, toujours pareil, on vous laisse répondre dessous. Normalement, a priori, ça fonctionne plutôt pas mal. Toujours avec nous, Antoine? Non. Je fais des petites updates comme ça au cas où pour être sûr, tu sais. Ici, la bonne réponse c'était la réponse B. Donc, si la victime démontre qu'elle n'aurait pas contracté ou qu'elle aurait contracté à des conditions différentes en l'absence du dol. 2 personnes avaient répondu à la réponse D, donc aucune de ces 3 propositions. C'était peut-être un piège que tu as voulu mettre, Anto, quand tu avais fait cette question? Non, ou c'est... Non, pas particulièrement. Peut-être que ces personnes-là ont pensé que, vu que je parlais pas des autres conditions, parce que bien sûr il y a d'autres conditions, l'élément intentionnel, etc. Là, ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait que, en fait, c'est la distinction entre le dol principal et le dol incident. Le dol principal, c'est le dol qui, si jamais il n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas contracté du tout. Ouais. Alors que le dol incident, c'est le dol qui, s'il n'avait pas eu lieu, j'aurais quand même contracté, mais à des conditions différentes. Par exemple, j'aurais demandé un prix moins élevé, par exemple. Et donc la question, pendant longtemps, en fait, la jurisprudence a dit que le dol incident, c'est-à-dire celui sans lequel j'aurais quand même contracté, mais à des conditions différentes, ne pouvait pas être cause de nullité. Il pouvait simplement être une cause de dommages et intérêts. Mais la réforme de l'ordonnance de 2016 et la loi de ratification qui l'a confirmée ont précisé que le dol va être une cause de nullité. Je pense que c'est dans l'encadré, je le vois pas très bien parce que c'est un petit, mais Ouais. Je peux le remettre là. Ouais, voilà. Que le dol va être une cause de nullité dans deux cas. Si en l'absence de ce dol, la partie n'aurait pas contracté, ou si elle aurait contracté à des conditions différentes. Voilà. Et pour la réponse C, que personne n'a mise, mais voilà, j'avais rajouté que effectivement, le dol n'est cause de nullité que s'il est fait en fait par la personne en question ou par son représentant, ou encore par un tiers de connivence. Ça, c'est pas dans le texte, mais c'est dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Ou c'est peut-être dans le texte, mais en tout cas c'est dans la jurisprudence, c'est sûr. Mais là, c'était pas un tiers de connivence, donc ça marchait pas. Ok. Ça marche. Question 4. Alors, l'erreur issue d'un dol n'est pas une cause de nullité si elle porte sur la valeur de la prestation, si elle est inexcusable, si elle porte sur un simple motif ou aucune des 3 propositions. Donc ici, Anto avait bien souligné n'est pas, donc je pense que ça a son importance sur la réponse.
Et la bonne réponse, c'était la réponse D. Aucune des 3 propositions. Alors, la petite explication, elle est ici. Alors, ça va être l'article 1139. Du coup, ouais, Anto, je vois que t'as le micro prêt à dégainer. Non, l'article 1139 en fait regroupe toutes les propositions que j'avais mises. Pour les 2 personnes qui ont mis que l'erreur issue d'un DOL n'est pas cause de nullité si elle porte sur la valeur, si, justement à la différence d'une erreur qui n'a pas été causée par un DOL, le DOL en fait emporte nullité même si l'erreur porte sur la valeur. Et pareil pour les simples motifs, et pareil si c'est... Enfin l'erreur en fait issue d'un DOL ne peut pas être inexcusable. Donc les 3 propositions que j'avais mises étaient fausses, donc c'était forcément la réponse D. Okay. Elles sont toutes les 3 causes de nullité en fait. Je fais un petit point sur le tableau des scores et on peut voir qu'il y a pas mal de contestants 2. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui veulent voir à quoi ça correspond, en fait contestant c'est quand vous n'avez pas lié votre compte Twitch et QuizKit. Donc pour lier les 2 comptes pour que ça s'affiche à l'écran, le plus simple c'est il y a une petite pièce de puzzle en bas à droite de votre écran et ça va être écrit, normalement c'est écrit lier les comptes et ça lie automatiquement les 2 comptes. Donc pour ceux qui, notamment le contestant 2 ou contestant 12 ou 8, si vous voulez voir à quoi ça correspond dans le classement, n'hésitez pas à lier les comptes pour que ce soit fait directement et c'est valable pour toutes les autres sessions. Donc vous le faites une fois et après vous êtes tranquille quoi. On passe à la prochaine question du coup. Alors la question 5. Un vendeur profite du fait qu'une personne est âgée pour lui vendre un bien à un prix particulièrement élevé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors l'acheteur peut invoquer un vice du consentement pour violence. L'acheteur peut obtenir la rescission de la vente pour lésion. Il peut demander la nullité du contrat pour erreur sur la valeur ou aucune de ces réponses n'est juste. Je pense qu'on est encore dans les questions d'Anto et pas encore dans celles d'Antoine. Et ici, ça va être... La bonne réponse va être la réponse D. Et 0 bonne réponse sur cette question. Anto, t'as un mot à dire? Alors, du moins, moi, c'est je comprends qu'on aurait pu penser à la réponse A. Ouais, A, mais moi, je l'aurais pas mise. Ouais. Oui. Mais moi, je l'aurais pas mise. Pourquoi? Parce que vous avez tous pensé à j'abuse de l'état de dépendance. Ok. Sauf qu'en fait, depuis la loi de ratification, il y a quelques mots qui ont été introduits en plus. C'est de dire qu'on doit abuser de l'état de dépendance dans lequel se trouve la personne à son égard. Ça veut dire qu'il y a une dépendance particulière entre l'acheteur et le vendeur. Et là, en l'espèce, on n'est pas dans une dépendance à l'égard du vendeur. On est dans un état de dépendance général. Et en fait, ce qui est visé, on a voulu restreindre le champ d'application de la violence, justement pour éviter que tous les contrats passés par des personnes un peu fragiles puissent être annulés. Ce qui est visé, c'est vraiment, par exemple, j'ai une dépendance économique envers mon bailleur. Par exemple, je suis obligé d'avoir ce logement. Je dépends de lui. Il va vouloir augmenter le prix, sachant que je n'ai pas le choix que de rester. Ça peut être ça. Ça peut être des créanciers qui jouent. Enfin voilà. Mais il y a vraiment une relation de dépendance à l'égard de la personne et pas une dépendance générale. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'aurais dit que la réponse A était fausse en fait. Voilà. Après, pour la réponse concernant la lésion, ça n'est pas applicable aux majeurs qui ne sont pas protégés. Hein. Là, c'était une personne âgée, certes, mais voilà. Donc, il n'y a pas de sujet. Et pour la dernière réponse, qui était l'erreur sur la valeur, ben, on a déjà parlé tout à l'heure.
En l'occurrence, on nous dit pas particulièrement qu'il y a une espèce de manœuvre qui consisterait en un dol. Donc, a priori, ça serait pas non plus invocable. Voilà. Après, si dans le chat vous voulez challenger cette réponse, n'hésitez pas. Enfin, là, je sais pas si elle challenge ou si ça a porté sur une autre question. Mais il y a Chat1010 qui dit c'est seulement l'erreur sur la rentabilité à partir de données inexactes qui est sanctionnée par la nullité. Pour l'obligation précontractuelle, l'information due par le débiteur ne peut pas porter sur la valeur. Non. Enfin, je pense peut-être qu'il y a un point d'interrogation. Mais dans le cas de l'erreur sur la rentabilité basée sur des données inexactes, il me semble qu'il serait possible d'aller sur ce fondement. Je pense que ça... Oui, bah c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, le devoir d'information ne porte pas sur la rentabilité ou sur la valeur. Hein, ah oui, donc c'était pour une autre question, ouais, c'est bien ce que... Ouais, c'était pour les questions d'avant, mais c'était... Donc ça, c'est un premier point. Et effectivement, comme tu le dis très bien, si je fais une erreur sur la rentabilité, mais aussi sur la valeur, hein, c'est pareil. Parce qu'en fait, si tu veux, la rentabilité, indirectement, elle me dit combien je vais payer mon contrat de franchise. Et ça peut être pareil pour des titres de société par exemple. Et bien dans ce cas, je vais pouvoir demander la nullité parce qu'elle est fondée elle est fondée en fait sur une erreur indirecte sur la valeur. L'erreur directe étant celle sur les chiffres qui m'ont été fournis qui sont erronés. Et je rebondis sur ça parce qu'il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que pendant longtemps, on s'est posé la question de la dépendance entre l'obligation d'information et le dol par réticence dolosive, de savoir si, finalement pouvait y avoir en fait, est-ce que les données qui devaient être fournies au co-contractant étaient les mêmes dans le cas du dol par réticence dolosive que celles dans le cadre de l'obligation d'information. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la réforme, la loi de ratification de 2018, elle donne un élément sur lequel on pourrait s'appuyer. C'est que quand en fait si les informations qui peuvent être transmises au titre de l'obligation d'information sont les mêmes qui peuvent fonder le dol lorsqu'on n'informe pas le co-contractant, dans ce cas-là, le législateur, il n'aurait pas pris la peine d'exclure de l'article concernant le dol la valeur. En fait, par le simple renvoi de 1201, la valeur serait rentrée dedans. En fait. Et donc il y a beaucoup de docteurs et de praticiens qui disent que finalement l'obligation d'information sanctionnée au titre du manquement précontractuel et l'obligation d'information de la réticence dolosive en fait, qui viendra à manquer dans le cadre de la réticence, ne sont pas les mêmes. Ça, je sais pas ce que tu en penses, Anto, mais c'est un point que j'avais trouvé marrant. Oui, c'est des choses que j'avais lues aussi. Et c'est vrai que c'est une question qui s'est beaucoup posée de savoir si le champ d'application de l'information donnée dans le cadre de la réticence dolosive et dans le cadre de 1112, c'était le même. Et effectivement, c'est vraiment un indice, le fait qu'on répète que le dol peut entraîner une erreur sur la valeur. C'est vraiment une information qui normalement ne devrait pas avoir lieu si jamais le champ d'application de la réticence dolosive était celui de l'obligation d'information, puisque celle-ci exclut déjà le dol, exclut déjà la valeur. Donc je suis d'accord avec cette argumentation, mais je pense que c'est assez théorique et je suis pas sûr que ça se soit très facile à glisser en cas pratique, même si c'est très intéressant. Ouais. C'est sûr. Bon, moi, je vais devoir vous laisser malheureusement. J'espère que ces 5 premières questions que je vous avais préparées vous ont plu. Et je vous laisse Xav et Antoine je vais poursuivre avec poursuivre. Antoine, ouais. Ça marche, Anto. Allez, ça marche. Ciao. Profite bien du soleil. Tout le monde. Ciao. Oui. Allez, ciao. Ok, donc Antoine, t'es toujours avec moi, toi? Ouais. Tac. Hop. Ok, donc là on passe aux petites questions que c'était toi qui avais préparé plutôt. De 6 à 10. Ouais, c'est ça. Alors, un tableau a priori attribué, entre guillemets, à un célèbre peintre se révèle après la vente être effectivement un vrai. Le vendeur agit alors en nullité pour erreur sur la chose. Son action aboutira-t-elle?
Non, on ne peut pas agir en nullité de sa propre erreur. Oui, il y a effectivement erreur sur la chose. Non, les parties avaient accepté l'aléa sur la chose. Question assez cas d'école, donc on voit pas mal souvent, mais toujours cette petite hésitation. Donc je laisse défiler un peu. Et tu vas pouvoir nous indiquer un peu tes éléments de réponse, Antoine. Ouais, bah, c'est un Attends, ouais. break. C'est pas tout à fait fini. Ouais, donc ouais, la bonne réponse c'est la réponse C. Ouais, tout à fait. Donc je vois que c'est la réponse le plus répandu. Donc vous le connaissez, c'est l'arrêt Verrous-Fragonard. Chaque fois qu'on travaille un erreur, on les arrêts et l'arrêt Verrous-Fragonard. Et en fait, donc là c'est une analyse très littéraire qu'a eu la Cour de cassation. Parce qu'elle a considéré que le terme attribué à révélait l'existence d'un aléa dans la qualité de la chose, en fait, puisqu'il était attribué à Fragonard après la vente du vendeur. Je crois qu'il le vend au Louvre. Donc le Louvre fait une expertise. L'expertise révèle que le tableau est un vrai et le vendeur souhaite obtenir la nullité de la vente. C'est-à-dire qu'il a été trompé sur la qualité essentielle de la chose. Ce à quoi la Cour de non. Le fait d'avoir utilisé le mot attribué à suppose que le contexte auquel le contrat avait été signé consacrait une forme d'acceptation de l'aléa. Donc le vendeur avait accepté le fait que le tableau puisse être effectivement un Fragonard ou à l'inverse pas l'être, et donc il avait accepté cet aléa, d'où l'adage et à chasser. C'est un classique, il faut le connaître. Ok. Ouais, mais c'est ouais. Tu vois, comme ça, j'aurais même limite dit la B, tu vois, je serais tombé dedans, tu vois. Alors c'est vrai que la c'est bizarre parce que moi dans ma tête, attribué A ne laisse pas place au. Donc mine de rien, contextualisé peut-être parce qu'il est rentré s'il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, dès qu'il y a un aléa sur la chose, ça marche. La nullité, l'erreur sera pas. Ouais, Antoine, attends, je vais est-ce que tu veux pas qu'on quitte la conversation et qu'on revient, mais qu'en vocal, pour que pas qu'il y ait T'es à la méthode technique. Ouais, vas-y, je coupe et je te reviens qu'en vocal, comme ça t'économisera peut-être de l'internet. Bouge pas. Ce sera peut-être mieux. Tac. Là, tu m'entends, c'est ça? Ouais. Et je te partage juste mon écran pour que tu le vois sur Discord. Tac. Donc là, tu vois mon écran, mais peut-être ça sera peut-être un peu mieux, je pense, pour toi s'il n'y a pas la vidéo. Ok, je suis désolé si je bug. Ouais. On passe à la question 7 du coup. Après signature d'un contrat de mariage en mairie, un des époux se rend compte que l'autre n'est pas vierge. Peut-il demander la nullité du mariage? Non. L'erreur sur la personne est une erreur indifférente. Oui, car le contrat de mariage est un contrat in situ personae. C'est la virginité ne peut pas être une qualité essentielle de la personne. Et peu importe, je suis Capricorne. Ouais, pardon. C'est mon erreur. Alors, il y a eu un bug dans la capture de l'écran, peut-être. Tac, désolé. Si c'est resté bloqué, ouais. Là, je pense que c'est mieux, là. Merci, Florian, d'avoir soulevé le truc, parce que je m'en étais pas rendu compte. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse C. Alors, la virginité ne peut pas être une qualité essentielle de la personne. Est-ce que tu peux... Ouais, alors ça, c'est marrant. Souvent, c'est quelque chose, on arrête d'affaire on étudie lorsqu'on fait le droit des personnes, notamment le mariage.
et on le fait moins en fait quand on a le droit des contrats. Et pourtant, le contrat de mariage, c'est un il est soumis au droit commun des contrats, tout que la vente, sous réserve que le spécial déroge général. Et donc, en fait, alors ça, vous pouvez aller voir, il y a carrément une page Wikipédia sur cette affaire. C'est l'affaire de l'annulation du mariage pour erreur sur la virginité de l'époux. Donc, vous savez que par principe, l'erreur sur la personne sera indifférente, sanctionnée. Exception faite des situations dans lesquelles le contrat est intitulé-personné, c'est notamment le contrat des agents commerciaux. Faire assez attention. Et s'il y a bien un contrat qui est intitulé-personné par principe, c'est le contrat de mariage. Et pourtant, donc là, c'est la cour d'appel, considère que la virginité ne peut pas être considérée comme une qualité de personne et avait refusé en fait la demande en nullité de mariage faite par un qui avait découvert l'absence de virginité de son épouse a posteriori, enfin du moins après la signature du contrat de mariage. Ce qui est marrant, c'est qu'un arrêt, on est en cour d'appel, cour d'arrêt, en général pas juste. C'est des arrêts d'espèces, c'est assez factuel. On a un arrêt donc, de Versailles qui lui considère que passer délinquant un époux peut être considéré comme une qualité essentielle de la... Et donc on voit qu'en fait je pense qu'on touche en fait à la limite du droit pur parce qu'on est dans des arrêts de cour d'appel et qu'il y a une question peut-être de morale, d'éthique un peu derrière. Du moins juridiquement, moi j'ai du mal à voir la différence en se basant que sur des faits juridiques, mais je le comprends en fait. Et pour répondre à ta question, Chat, c'est nous qui affichons les scores. Et du coup, là, je te vois pas dans le classement. Donc peut-être tu es toujours en contestant. Je souhaite plutôt que tu sois contestant 2 pour toi. Mais je t'invite, voilà, si tu veux que ce soit affiché à l'écran, de lier ton compte comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc si tu as un petit souci, n'hésite pas à me le dire. Donc en tête du classement général, on a contestant 2 qui est talonné par Saucette, le modérateur de la chaîne avec nous trois. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à jouer pour poursuivre un peu votre score. On passe à la question suivante. Question 8. Avec Bernard qui fait une donation à Jeanne pour acheter son premier appartement dans le Marais à Paris. Jeanne, fan de nature, part à Bishkek, capitale du Kyrgyzstan, visiblement. Ouais. Utilise la donation pour créer un élevage de léopards. Bernard peut-il faire quelque chose ? Non. Donner ses données, reprendre ses volets. Non. L'erreur sur les motifs est une erreur indifférente. C'est oui ou réponse D, les léopards c'est bien. Question très féline en l'occurrence. Et la bonne réponse, c'était la réponse C. Donc en l'occurrence, une totalité de mauvaises réponses ici. Alors, peut-être que la question n'était pas bien. Parce que, en fait, vous avez raison, la réponse B, erreur indifférente, c'est vrai. Sauf que dans ce que vous décrivez au-dessus, on parle d'une donation. Jeanne. Donation, c'est une libéralité. En fait, je crois que c'est l'article 1135. Ouais, c'est ce que tu as mis. Dit donc que l'erreur sur les motifs par principe n'est pas différente, sauf lorsqu'il s'agit d'une libéralité. Et une donation, c'est une libéralité. Et je trouve qu'on peut le comprendre en fait intellectuellement, en se disant que celui qui donne finalement, alors il ne reçoit rien en échange, et il pourrait y avoir une forme de légitimité chez celui qui reçoit à utiliser l'argent
pour les raisons en fait, pour lesquelles il les a reçus. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on déroge selon lequel l'erreur sur les motifs est indifférente lorsqu'on fait une libéralité. Étant donné qu'il n'y a pas de vraie contrepartie pour qui donne, mis à part le plaisir de donner en fait à quelqu'un qui est proche, celui qui reçoit se doit d'utiliser l'argent pour les raisons pour lesquelles il l'a reçu. Donc, donc vous avez tous raison à dire que l'erreur est différente, il n'y a pas de doute. Sauf que là, on était dans une exception parce qu'on était dans une libéralité. Ok, ouais, donc c'est un petit piège dans la nuance. Ouais, je suis désolé pour l'écriture de la note. Mais, Pour la rédaction. ouais, mais non, ça permet aussi de voir où, quand il y a un piège, Donc, il faut pas y aller tête baissée parce que ça peut arriver à tout moment et même dans un cas pratique, quoi. Ok. Question suivante, donc question 9. Vous avez commis une infraction pénale contre un partenaire commercial. Il vous menace de pardon pour l'orthographe. Il vous menace de porter plainte si vous ne signez pas un contrat avec lui. Le contrat sera-t-il valable? Est-ce que ce contrat sera-t-il valable? Oui, ce sont deux choses différentes. Le contrat reste valable. Non, il ne peut pas vous mettre une telle pression. Est-ce que la pression ici, la conclusion du contrat ou non? Ah, ici, la bonne réponse, c'était la réponse B. Non, il ne peut pas vous mettre une telle pression. Donc là, vous avez majoritairement bien répondu. Vous savez, en principe, la violence par voie de droit n'est pas une cause de nullité, sauf il y a deux exceptions ou pas un et. Faites attention, les conjonctions de coordination vraiment dans les articles, c'est trop important. Sauf quand elle est détournée de son but ou invoquée pour obtenir un avantage manifestement quarantaine. On comprend bien que dans ce cas-là, une exclusivité mondiale avec lui, souvent, déjà c'est interdit en droit de la concurrence, mais ce genre d'exclusivité, c'est un avantage manifestement. Et donc, c'est sur ça que je voulais vous emmener et vous avez super bien répondu. Il ne peut pas utiliser une voie de droit, bien même elle pour nous obliger en fait à signer un nouveau contrat avec lui. C'est seulement un abus, c'est un abus de droit en fait, un abus de voie de droit. Exact. Donc il y a peu d'arrêts Ouais. là dans PowerPoint. Je suis désolé pour l'écriture, un peu rapidement. Non mais t'inquiète. L'arrêt du bas, donc qui est dans le code civil, hein, ou l'article 41. Ouais, on le voit pas à l'écran, mais il sera. Pardon. On va le mettre sur le serveur. C'est un arrêt du 17 juillet 1967. Et pour le numéro de PORA, c'est 1967.509. Mais il sera. On va le mettre sur. Si vous intéresse, on le mettra le document. Donc si vous intéresse, vous le retrouvez dans le document sur le Discord. Dernière question que t'avais écrit. Alors, un producteur de croquettes. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire? Alors, vous êtes producteur de croquettes et n'avez qu'un seul distributeur. C'est ça. Ce distributeur demande un avenant. Cet avenant vous est très défavorable. Vous refusez de le signer, il coupe toute relation avec vous. L'avenant sera-t-il? L'avant sera-t-il nul? Non, business is business. B. Non, la violence ne peut être faite que contre une personne, son patrimoine ou celui de ses proches. Ou oui, l'avenant il sera nul. Tac.
Ici, la bonne réponse, c'était la réponse C. Bien entendu, l'avenant sera nul. Et on peut notamment retrouver la justification à l'article 1143 du Code civil, comme Antoine l'avait précisé en rédigeant la question. Ouais, c'est la violence économique. Ça, pour le coup, c'est une nouveauté de la réforme. C'est beaucoup dans des contextes de droit de la concurrence, mais pas que. Et voilà, il faut bien la maîtriser. Il faut être capable de faire la différence avec la violence, je vais dire classique. On a 2-3 éléments, notamment l'article 1143, puisque la loi de ratification, elle a rajouté le à son égard. Quels sont son contractant à son égard, il faut être en état de dépendance envers la personne, qui va commettre, qui va obtenir l'avantage, qui est une condition supplémentaire par rapport à la violence émotionnelle. Exact. On entre dans les 3 dernières questions que j'avais préparées pour ce petit quiz. Question 11, question un peu de vocabulaire. À quoi correspond le terme de l'errance? Est-ce que c'est celui qui se trompe, celui qui trompe son contractant, ou est-ce que l'errance désigne l'erreur? J'aime bien mettre des petites questions de vocabulaire dans le QCM. La semaine dernière, c'était la pollicitation. Cette semaine, on part sur l'errance. Donc, à quoi correspond l'errance? Réponse A, donc vous étiez nombreux à avoir la bonne réponse. C'est un terme, voilà, que si vous avez commencé à bien avancer dans la révision, notamment sur le chapitre de l'erreur, qui vous est maintenant familier. Donc ça correspond bien à celui qui se trompe. Question 12 maintenant. Alors, Monsieur X souhaite acheter une voiture à Monsieur Y. Néanmoins, il pense intimement que cette dernière a un potentiel supérieur au prix de vente de Monsieur Y. La vente s'effectue et plus tard, Monsieur X découvre que Monsieur Y découvre que Monsieur X savait que la voiture valait bien plus cher. Il veut l'attaquer pour dol. Donc, ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation est-il constitutif d'un dol? C'est peut-être une question par rapport à ce que Anthony m'avait dit en préparant, qu'il avait un peu évoqué, donc je crois que ça ne va pas vous induire en erreur si Anthony l'a lui-même traité. Alors ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Effectivement, vous avez majoritairement eu la bonne réponse. Et c'est une petite précision de la loi de ratification. Donc à l'article 1137, où le fait de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur, ça ne constitue plus un dol. Et c'est une modification qui est substantielle, donc qui n'est applicable qu'après la loi de ratification. Donc pas à partir de 2016, mais après la loi de 2018. Pas trop de problèmes sur votre question, donc c'est assez cool, c'est-à-dire que vous êtes déjà peut-être, pour la majorité d'entre vous, bien avancé sur cette thématique. Donc c'est plutôt rassurant quand on révise. Et dernière question pour cette thématique et pour la soirée.
quelle proposition ci-dessous est vraie? Ça concerne les nullités, la différence notamment de la nullité relative à la nullité absolue. Donc, une nullité absolue est susceptible de confirmation. Une nullité absolue n'est pas susceptible de confirmation et ne peut être invoquée que par là où les personnes protégées par la règle violée. Une nullité relative est susceptible de confirmation et ne peut être invoquée que par là où les personnes protégées par la règle violée. Ou une nullité relative est susceptible de confirmation et peut être invoquée par toute personne ayant intérêt à agir. Donc un peu un mélange de deux caractères entre nullité absolue et nullité relative. Donc quelle proposition selon vous est entièrement vraie? Donc ici la bonne réponse c'est la réponse C. Donc le fait que la nullité relative est susceptible de confirmation et ne peut être invoquée que par là où les personnes protégées par les règles violées. Donc majoritairement c'est bien répondu. Et pour cette soirée, les résultats finaux, on peut voir que c'est Florian qui termine devant avec quasiment 98 000 points. Donc c'est propre. Suivi de Chacha 1010 et de Contestant. Donc je sais pas si on peut faire un commentaire, peut-être Antoine sur ça, avant de... Oh. Non, c'est bien, c'est un chapitre qui est vraiment important. Ouais. C'est un chapitre dans lequel il faut faire très attention parce qu'il y a plein en fait de toutes petites choses qui changent. Et surtout un chapitre dans lequel j'ai énormément travaillé. Je pense, moi la violence économique c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup et je pense que les rédacteurs, c'est assez nouveau parce que c'est marrant, parce que ça change un peu. Mais bon, je sais pas. Après, c'est vrai que le rédacteur il a joué. Il est très très spécialiste de la loi de ratification de 2018. Ah oui. Vous pouvez retrouver on avait fait un truc sur ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans les annonces et dans les documents utiles. Donc n'hésitez pas, même si parfois les gens nouveaux qui arrivent sont un peu perdus dans les documents et je vois des fois même sans que ce soit nous qui répondions, les gens s'aiguillent, donc c'est cool. Et merci d'avoir pas surprise. Donc bien entendu, c'est pas avec ces quiz qu'on décroche le CRFPA, mais je trouve que ça peut mettre le doigt sur des points qu'on n'avait pas forcément vus, donc c'est toujours cool, quoi. Voilà, et puis ça vous change un peu des fois. Moi, je sais que j'en ai marre de faire que des cahiers, que de lire. Donc si c'est cool et ça vous plaît toujours, dites-le nous. S'il faut changer, vous dites aussi. Ouais, c'est cool. La semaine dernière, j'ai eu quelques messages pour me dire les petits trucs qui allaient pas. Donc, on a essayé de modifier. Là, il y a moins de quoi que... A priori, ça bug moins. Donc, j'espère que là, la première semaine... je sais pas si tu te rappelles ta première semaine, toi, Antoine, mais c'était assez intense. Hein. Genre, oui. C'était beaucoup de boulot. J'étais fatigué, je me souviens, de me mettre... Très dur. Ouais, c'est dur de s'y mettre, mais vous allez voir, le rythme, il va rentrer assez vite. À partir de la 3e, on est réglé comme une horloge. Ouais. On peut envahir la Russie. On peut envahir la Russie. Ouais, donc, non, mais c'est cool. Et tu tournes quelque chose, toi, au final, en cette fin de semaine, ou pas? Oui, j'aimerais bien tourner l'épisode de droit public. Ouais. Mais ça va assez vite, là. J'ai assez peu de temps. Ok. Je tournerai soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Ok, donc... cette semaine. Bon, il n'y a pas de pression, mais normalement, le prochain, ça va être droit public. Après, le droit fiscal, je pense qu'il va pas tarder non plus. Et si vous connaissez vraiment, là, on a surtout... Alors, à mon avis, en droit des affaires, on va trouver. En droit international européen. Vraiment, si vous connaissez des gens qui l'ont réussi, dites-le nous. Ouais, en droit international européen, limite, on est à la recherche de gens qui l'ont réussi. On a l'impression que personne ne l'a jamais réussi. Ouais. Donc, c'est vraiment on est preneur. Une matière où les gens se demandent qui sont ces gens qui le passent et qui le réussissent dans cette matière. Donc, si vous en avez autour de vous. Et en droit social aussi. Je pense que là, il y aura un peu plus. Ouais, un peu plus de monde. Ouais. Social, mais ouais, si on recherche en droit social. Donc voilà. Mais restez, accrochez-vous. Changez vos méthodes de travail. Moi, je sais que la clé,
là, c'est vous pouvez plus faire sur table. Il faut réviser avec les gens, il faut passer à l'oral, il faut poser des questions, Ouais, expliquer les choses. échanger, etc. Et en fait, quand on est capable de bien expliquer un concept, c'est qu'on l'a bien compris. Exact, Et c'est pas mal en fait de faire des petits cours. exact. Donc, Si vous avez des grands-parents un peu autour, vous pouvez leur faire. Ça ne les dérangera pas. Moi, je le faisais à ma grand-mère. Je waouh. comprends pas le droit. Ça marche. Bon, à la fin, normalement, elle te Bon, dit qu'elle a tout compris, non? Oui, elle avait toujours tout. Ouais, elle a majoré le barreau, normalement. Donc, bon. Mais ouais, enfin, de toute manière, on est là tout l'été. Normalement, la semaine prochaine, ça va être mardi ou mercredi pour ce petit quiz. Et puis voilà, peut-être il y aura des petits quiz, enfin des petits lives autres, un peu plus chill pendant le week-end. Mais pour l'instant, on continue la semaine prochaine, vu que les gens sont un peu ils commencent à beaucoup travailler, le temps de se régler et tout. Bah, c'est pas évident de se poser des fois là devant un live. Là, on est à 1h15. Mais bon, ça permet de voir autre chose. Et c'est cool d'échanger avec vous, quoi. Ça fait grave plaisir. ouais, soyez forts. Ouais. Bon, ben, moi, je vous souhaite un bon courage pour la fin de semaine. Parce que pour certaines prépas, ça va être, je pense, demain ou après-demain, le début des galops. Donc, force à vous et à la semaine prochaine, quoi. Ciao. Allez, bonne soirée.